Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette soirée de conférence Pouillou, que nous allons commencer tout de suite. Je vais laisser la parole à Rémi Boucharla pour nous présenter notre invité de ce soir. Merci, madame. Bonsoir à tous. C'est à peu près, je suis pas trop fort. Bon, c'est un plaisir de présenter Sébastien Gondet, qui est un collègue et un ami de longue date, 22 ans, un peu plus, oui. Sur le terrain dont il va parler aujourd'hui, ainsi qu'à la MOM, puisqu'il y est rattaché. Sébastien a fait des études de géologie jusqu'au master à Grenoble, puis a poursuivi en sciences appliquées à l'archéologie à Dijon. Il a effectué des stages de géophysique à Jussieu, Paris 6, et depuis, il a enchaîné des missions géophysiques, surtout en Syrie, puis passé près d'un an en Égypte. Il a parcouru pas mal de terrains, Syrie encore, et plusieurs pays d'Asie centrale et Afghanistan, et plus tard au Caucase. 2003 est l'année de son arrivée à la MOM, et sa première mission à Pasargade, avec la mission que je dirigeais alors. Il a entrepris sa thèse en 2005 sur cette région, sous ce titre « Occupation de la plaine de Persépolis au premier millénaire avant Jésus-Christ, plaine de Mardash, Fars central, Iran », sous ma direction, thèse qu'il a soutenue en 2011. Il a ensuite brillamment obtenu une bourse postdoc européenne, les bourses dites Marie Curie, à Ravenne, Université de Bologne, en Italie, où il s'est transplanté pendant 2 ans, entre 2012 et 2014, chez des collègues italiens qui travaillaient entre autres à Persépolis. Il n'était donc pas dépaysé. En 2015, il a été recruté par le CNRS et a relancé cette année-là un programme très ambitieux et renouvelé et pluridisciplinaire sur Pasargade et sa région, rassemblant une équipe importante comptant des membres de diverses spécialités des équipes de la MOM, de jeunes universitaires iraniens et une Australienne aussi, il ne faut pas l'oublier. Son programme est nommé ainsi « Analyse des processus et des formes d'urbanisation en Perse achéménide, Fondation royale achéménide de Persépolis et de Pasargade en Iran ». Il a élargi ensuite son programme, ou en même temps, vers la Turquie, puis vers le Caucase, toujours avec pour objectif l'urbanisme et l'archéologie du paysage dans et autour des capitales et des villes provinciales achéménides. C'est dans cette perspective qu'il avait aussi élaboré un programme franco-allemand de l'Agence nationale de la recherche sur ce thème avec l'Université de Munich, là encore avec des spécialistes de différentes disciplines, mais toujours en gardant un rôle important pour la géophysique. Après plusieurs saisons très fructueuses à Pasargade, entre 2015 et 2019, son élan a été ralenti par les années Covid, qui ont été particulièrement sévères en Iran. Et puis les hommes ont joué un rôle et s'en sont mêlés lorsque les autorités iraniennes ont suspendu les recherches menées conjointement avec les missions étrangères, donc Pasargade. Quel avenir pour ces programmes? Il est difficile de le dire. Mais toujours partant, Sébastien a rebondi sur le Caucase, en Arménie, sur une ville achéménide encore, mais surtout dans un projet actuel lyonnais et MOM, sur la région du Chirac, dans l'ouest du pays. C'est un programme d'archéologie du paysage, s'appuyant principalement sur des sites antiques et médiévaux. Mais ce soir, c'est d'Iran et de Pasargade principalement dont il va nous parler, et je lui laisse la parole et le micro. Le micro, je pense. Bien, vous m'entendez bien? Merci Rémi pour cette présentation détaillée. Merci à tous d'être présents ici ce soir. Et je voudrais plus particulièrement remercier les services de la MOM et l'AMO également pour l'organisation des cycles de conférences Jean Pouillou, mais plus généralement pour l'organisation de tous les événements qui vont émailler cette 50e année de la MOM, donc conférences, publications et autres.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme qui a non pas 50 ans, mais 25, c'est déjà pas mal, et qui donc a été fondé par Rémi Boucharala, ici présent. Alors je vais m'arrêter un peu sur cette photo que j'ai choisie pour illustrer cette conférence, où vous voyez l'équipe qui était présente sur le terrain en 2018, la dernière campagne de terrain qu'on a pu effectuer en Iran sur le site de Pasargad. Vous avez derrière la tombe de Cyrus, j'en reparlerai ensuite. Et si j'ai mis cette photo, c'est parce que en fait, ces 25 années de recherche, c'est une œuvre collective des différentes équipes qui se sont succédées au fur et à mesure depuis 1999, qui se sont succédées sur le terrain, à l'étude archéologique et à l'analyse des données qu'on a obtenues sur le site de Pasargad et aussi de Persépolis. Donc bien entendu, j'associe tout le monde, je ne peux pas les citer tous, mais à cette présentation. Donc, une brève présentation du programme Shiraz, fondé par Rémi en 1999, qui, à l'époque, donc là, Rémi vous a donné le titre actuel, qui, à l'époque, s'appelait « Organisation de l'espace au centre de l'Empire achéménide ». Donc, en fait, c'est une mission archéologique irano-française, dès le début, de collaboration archéologique, qui a essentiellement concerné... Je vais mettre le pointeur à laser... Oui, qui a essentiellement concerné donc, au centre de l'Empire achéménide 2 sites, Pasargad et Persépolis, situés en Iran méridional, dans l'actuelle province du Fars. Vous voyez une province qui s'étend sur la partie sud-est de la grande chaîne du Zagros, qui sépare la plaine mésopotamienne des hauts plateaux iraniens. Vous voyez ces 2 sites très très proches, ils sont environ à 50 km l'un de l'autre à vol d'oiseau. Alors ici, sur cette colonne, je vous ai mis un historique un peu de la mission. Et c'était pour illustrer ce que Rémi a déjà évoqué, c'est-à-dire que certes, c'est un programme qui a 25 ans, mais qui, sur le terrain, a connu des épisodes d'interruption. On va dire qu'il y a eu 2 grandes phases de terrain, 99-2009, sous la direction de Rémi et de divers co-directeurs iraniens, où on a pu effectuer 6 campagnes d'études sur le site de Pasargad, mais également une grosse activité de fouilles de sauvetage dans la région. J'y reviendrai par la suite, je vous présenterai brièvement les résultats. Puis une première interruption en 2009, suite à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad et à l'interruption des collaborations avec l'Iran, décidée par la France, puis une reprise en 2015 jusqu'en 2019, où là on a dû stopper, comme l'a expliqué Rémi, je ne vais pas revenir sur les causes. Et donc, vous voyez des campagnes de terrain un peu en dents de scie qui sont victimes des aléas des relations géopolitiques franco-iraniennes. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on parle de 25 années d'activité? C'est parce que dans ces périodes d'interruption, et toujours maintenant, on continue quand même à travailler sur les données avec nos collègues iraniens, sur les données qu'on a obtenues au cours de ces différentes campagnes de terrain, à les traiter et à les publier. Donc, moi, je le considère toujours comme un programme actif. On va voir pour son futur sur le terrain. Donc le site de Pasargad et également le site de Persépolis, donc, qui a fait l'objet de ma thèse, mais qui s'appuie sur des données de terrain que j'ai acquises dans le cadre de cette mission Shiraz, et aussi 2012-2016, collaboration avec mission irano-italienne à Persépolis. Rémi vous l'a évoqué dans le cadre d'un post-doctorat Marie Curie que j'ai effectué à l'université de Bologne. Donc voilà. Alors aussi, c'est un programme qui est porté par Archéorient et la MOM. Donc c'est un programme qui a été monté par Rémi Boucharala, ici présent, sur une photo prise en 2003 à Pasargad, en compagnie de l'équipe de prospection géophysique, et qui aussi, au départ, a été construite en partenariat avec Christophe Bénèche du laboratoire Archéorient, qui est archéologue et géophysicien. Et là, vous les voyez en compagnie d'Albert Hess, un des grands développeurs, on va dire, un des grands qui a beaucoup développé la géophysique pour l'archéologie en France et qui, entre autres, avait rencontré Rémi sur les fouilles de Suse jusqu'en 1979. Donc voilà, donc, un programme qui a été construit par Archéorient et qui, en 2015, lorsque j'ai repris la mission avec un collègue iranien, a reçu aussi le renfort de la Maison de l'Orient et plus particulièrement
de son service technique archéologique, ici Damien Lenné, qui est topographe, et Françoise Notaire, qui est dessinatrice, et qui sont venus entre 2015 et 2018 sur le terrain à Pasargad. Et donc, je vous ai mis aussi une photo ici de Kourosh Mohammadrani, qui est mon co-directeur iranien depuis 2015 et qui a des forts liens aussi avec la Maison de l'Orient, puisqu'il a passé sa thèse sous la direction de Rémi Boucharala aussi, sur un site achéménide qui se situe à l'est de l'Iran, d'Aneholeman, et qui a été membre d'Archéorient et de la MOM de 2009 à 2014. Et ensuite, on est devenus tous les deux co-directeurs de cette mission Shiraz. Donc vous voyez que c'est un programme très fortement soutenu et intégré à l'Archéorient d'abord et à la Maison de l'Orient également. Donc avant de vous présenter un peu un bref aperçu, enfin un survol des résultats obtenus au cours de cette période, je voudrais vous présenter un peu Persépolis et Pasargad, surtout Pasargad, puisque c'est surtout sur Pasargad que je vais insister. Je n'aurai pas le temps de trop aborder Persépolis, peut-être à la fin. Mais donc une brève mise en contexte historico-géographique. Donc vous voyez, Pasargad et Persépolis sont situés ici, dans l'ancienne province de Perse, province dont les souverains, aux alentours du milieu du VIe siècle avant notre ère, les grands rois achéménides, sont partis pour envahir et conquérir un énorme territoire, l'Empire achéménide, en une cinquantaine d'années, qui s'étendait de la vallée de l'Indus, ici à l'est, jusqu'à la Cyrénaïque, la Libye, à l'ouest. Vous voyez que sur cette carte, vous avez les différentes grandes cités de l'Empire, les grands centres économiques et politiques préexistants pour la plupart, qui ont été intégrés à l'Empire, marqués en noir. Et vous en avez 5 ici qui sont en vert. Et si vous regardez ici, ils sont indiqués dans la légende comme résidence royale. C'est-à-dire que c'est des sites qui correspondent, au moins pour ces 3-là, Babylone, Suse et Ecbatane, à des grands centres économiques et politiques préexistants, de la Babylonie, de l'Élam et de la Médie, pour Suse, Babylone et Ecbatane. Et vous avez Persépolis et Pasargad, qui, elles, sont des créations ex nihilo des grands rois achéménides. 550 pour Pasargad et 520 environ pour Persépolis. Et donc, ils sont en vert, ces sites, et indiqués comme résidence royale, parce que c'est des sites sur lesquels on sait que le roi retournait régulièrement avec sa cour. En fait, alors, il n'y a pas de capitale impériale, il n'y a pas de Rome achéménide, mais le roi se déplace constamment dans son empire et circule globalement, souvent, entre ces différents sites au fur et à mesure de l'année, accompagné de son camp itinérant, de sa cour itinérante. Je vous ai dit, Pasargad, Persépolis, des créations ex nihilo en Perse, la région d'origine des grands rois, ce qui leur confère quand même aussi un statut assez spécifique. C'est aussi, il faut les considérer aussi comme des hauts lieux dynastiques achéménides, c'est-à-dire que Pasargad et Persépolis, c'est là où les grands rois achéménides, Cyrus à Pasargad, dont vous avez le tombeau ici, et l'ensemble de ses successeurs à Narchéroustam, sur le site de Narchéroustam à Persépolis. Vous connaissez probablement ces grandes tombes rupestres situées à côté de la terrasse de Persépolis. Donc les grands rois vont se faire enterrer, inhumer dans ces capitales. Ces capitales ensuite, et on sait qu'autour de ces tombeaux sont rendus des cultes dynastiques réguliers. Donc on a des hauts lieux dynastiques achéménides. Donc cette fonction de résidence va se traduire aussi à Pasargad et à Persépolis par l'édification de grands bâtiments, de toute une architecture monumentale, faite essentiellement, et c'est très caractéristique de cette architecture royale achéménide, de bâtiments à colonnes. Vous voyez ici la terrasse de Persépolis, ici une vue aérienne de Pasargad. Et donc qui servent, on va dire, de cadre monumental, ostentatoire, aux résidences du grand roi, et qui servent aussi à la propagande royale pour affirmer sa puissance par la pierre. Ensuite, si vous vous souvenez de la carte que je vous ai montrée de l'Empire achéménide, voilà, Pasargad et Persépolis appartiennent aussi à un réseau de cités qui servent, à partir desquelles sont pilotés, administrés l'Empire. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est d'un point de vue archéologique, pour
l'âge du fer, la première moitié du premier millénaire, on a très peu de données. On pense qu'il n'y a plus vraiment de villes en Perse, en fait. Voilà. Les grandes villes qui ont existé à l'âge du bronze ont plus ou moins été abandonnées. Et donc, quelque part aussi, la fondation de Persépolis, de Pasargade et de Persépolis peut s'expliquer aussi par la nécessité de doter la Perse, qui est aussi une des provinces de l'Empire, de centres de pouvoir où pourra être logée une administration à même de piloter la province. Et enfin, à une échelle un peu plus petite de nouveau, je vous ai mis ici les sites de Pasargade et de Persépolis sur une image satellite actuelle. Et vous voyez tout à fait bien que Pasargade et Persépolis sont aussi situés, certes, dans un milieu assez aride et montagneux, mais sont entourés, vous voyez, de ces grandes plaines fertiles, qui apparaissent ici en vert, sur la photo aérienne, donc des grandes plaines fertiles, c'est-à-dire un territoire qu'il s'agit d'exploiter et de mettre en valeur. Parce qu'en fait, la base de l'économie de l'Empire achéménide, c'est aussi les productions agricoles, leur collecte et leur redistribution. Et ça, on le sait grâce à la découverte, on le sait, on le savait avant, mais ça a été aussi démontré formellement grâce à la découverte en 1933 au nord-est de la terrasse de Persépolis, ici dans une section de fortification fouillée par Ernst Herzfeld, de plus de 30 000 tablettes en argile cuites, inscrites et qui correspondent à des archives administratives, les archives administratives de l'administration satrapique, c'est-à-dire provinciale, qui était localisée à Persépolis. Alors globalement, ces archives, elles nous informent sur ce que je vous ai dit, l'entrée de production agricole et la redistribution dans les stocks royaux, dans les réserves royales, et leur redistribution pour tous les travailleurs dépendants de l'administration, mais aussi tout le personnel de cette administration, ainsi que la cour royale, etc. etc. Alors, 30 000 tablettes, le travail de traduction est toujours en cours, essentiellement à Chicago, aux États-Unis, puisque les fouilles dans les années 30 étaient financées par Chicago. Et dernièrement, je vous ai exhumé ici, enfin je vous ai mis en exemple une de ces tablettes très très intéressante pour la thématique justement de mise en valeur du territoire autour de Persépolis. C'est une tablette qui a été publiée très récemment et qui compte la distribution, qui donne le décompte de la distribution d'arbres fruitiers à divers domaines répartis dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de Persépolis. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est des milliers et des milliers d'arbres qui ont été plantés en moins de 2 ans autour de Persépolis. Donc, vous voyez, ça nous apporte des informations sur l'administration, tatillonne, mais également aussi sur cette mise en valeur du territoire autour de Persépolis. Là, je parle de Persépolis, mais ça englobe ce territoire, je dirais que ça englobe aussi Pasargade, qui apparaît dans ces tablettes comme un centre d'ailleurs de stockage et un centre de production aussi référencé dans les archives administratives. Alors, on a pas mal d'informations épigraphiques sur toute cette activité à Persépolis, cette vie sur le site de Persépolis et de Pasargade, mais on va dire que l'archéologie a longtemps peine encore, on a quelques éléments de réponse, je vous le montrerai après, mais à restituer justement toute la complexité de ces sites. C'est-à-dire que les fouilles anciennes, qui ont commencé au début des années 30, pour se terminer, on va dire, à peu près à la révolution iranienne, en 1979, nous ont légué ces 2 plans que vous voyez ici, celui de Pasargade et celui de Persépolis, qui se limitent essentiellement aux complexes monumentaux qui ont fait l'objet de l'essentiel des fouilles et des études sur ces 2 sites. Alors ce plan de Pasargade qu'on montre souvent, qui a été publié par David Stronach, un collègue anglais qui a fouillé à Pasargade pendant les années 60. C'est un plan qu'on montre souvent avec Rémi parce qu'il est assez illustratif justement de ce vide, de cette absence de données. Vous voyez, autour des bâtiments référencés, fouillés, voilà, de données sur l'organisation et l'occupation autour de ces grands centres monumentaux.
Donc la problématique archéologique de départ en 1999, quand Rémi a repris des études d'abord à Passargade, c'était bien entendu de mieux comprendre l'organisation, l'occupation de ces grands sites autour des complexes monumentaux qui étaient mis au jour. Un petit point aussi, quand même, 1999, ça me fait penser que, voilà, donc 1979, révolution iranienne, ensuite il y a eu la guerre Iran-Irak, hein, l'Iran a été très longtemps inaccessible, et 1999, c'est vraiment le début de la reprise. D'ailleurs, je pense que Passargade a été la première nouvelle mission de collaboration avec des étrangers en Iran, à reprendre des activités en Iran. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu 20 ans d'interruption presque, alors il y a eu des collègues iraniens qui ont travaillé entre 79 et 99, mais presque 20 ans d'interruption aussi de la recherche archéologique en Iran. Donc voilà, cette reprise en 1999 du site. Donc je vais essentiellement, comme je vous l'ai déjà dit, me concentrer sur les données obtenues à Passargade, qui nous ont apporté d'une part des informations sur la morphologie du site à la période achéménide, mais aussi sur le devenir du site après la chute de l'Empire. Et ensuite, je vais vous présenter un peu aussi des données qu'on a obtenues sur la mise en valeur du territoire de Passargade. Et si on a encore le temps, j'ai préparé 2 dernières diapos juste de comparaison avec les données obtenues à Persépolis. Donc pour vous présenter brièvement l'archéologie du site, ce qu'on peut voir quand on visite le site, je vous ai repris ici la carte de David Stronach. Et je vous ai mis en illustration les différents éléments du bâti monumental remarquable dans le paysage de Passargade. Donc au sud-ouest du site, vous avez la tombe de Cyrus, que je vous ai déjà présentée, et à environ 2,5 km au nord-est, cette vaste plateforme construite au sommet d'une colline, la plateforme du Tolétarte. Et ici, au centre, vraiment au centre du dispositif, au centre des constructions, vous avez un ensemble de ce qui a été appelé des palais, c'est-à-dire des bâtiments à colonnes, qui se distribuent autour, vous voyez, d'un jardin dont on connaît le plan grâce à la mise au jour vous les voyez ici sur cette photo aérienne, de canaux en pierre qui étaient encore très bien préservés. Et alors ça, c'est quelque chose qui était déjà intéressant et qui avait déjà relevé les anciens fouilleurs de Passargade, c'est-à-dire qu'ici, on a une capitale royale destinée à mettre en valeur la puissance royale, mais qui est d'un type tout à fait différent par rapport à ce qu'on peut connaître, par exemple, dans d'autres régions de l'Orient ancien, en Mésopotamie, par exemple, vraiment, où ici, on a le jardin qui est au centre, vraiment, du plan d'organisation de ce bâtiment. Donc déjà, un premier élément intéressant à relever à Passargade, et qui en fait son originalité. Ici, j'ai remis l'ensemble de ces éléments archéologiques sur une image satellite actuelle pour vous donner une idée un peu du contexte actuel dans lequel on travaille. Donc vous avez ici la tombe de Cyrus, cette grande plateforme monumentale en pierre construite au sommet d'une colline, la plateforme du Tolétarte. En rouge, vous avez les contours, les limites de la zone protégée du site telle qu'elle a été inscrite à l'UNESCO en 2004. Et donc c'est une zone qui fait quand même 120 hectares en tout, mais qui ne protège pas l'ensemble du site, puisque je vous ai présenté après, le site se continue par là et tout à l'est ici. Et première constatation, vous voyez que c'est, comme je vous l'ai dit, une plaine fertile, encore actuellement très densément et très intensément cultivée. L'intérieur du site aussi a été longtemps cultivé, jusqu'à dans les années 70 à peu près. Et vous verrez que l'archéologie a payé un assez lourd tribut à cette activité agricole moderne, puisque la succession des labours ont petit à petit arasé une grande partie des vestiges. Donc c'est dans un contexte de
d'occupation moderne assez intense qu'on doit travailler. Et aussi, un autre défi de la recherche archéologique à Pasargade, bien sûr, c'est la superficie du site. Ici, je vous ai remis, grosso modo, les dimensions du site. Vous voyez, c'est potentiellement un site qui s'étend, ou qui se répartit, on va dire, plutôt que s'étendre, sur 6 km². Donc, pour l'archéologie, c'est véritablement un défi assez haut à relever pour la recherche archéologique. Pour relever ce défi, c'est pour ça que dès le départ, Rémi et toute l'équipe, on a opté pour une démarche méthodologique par échelle et qui d'abord considérait une cartographie, la mise en œuvre de cartographie, de diverses méthodes de cartographie à large échelle du site. D'abord, il fallait mieux documenter l'archéologie du site à large échelle pour ensuite arriver à mieux déterminer la nature des vestiges par des prospections plus ciblées et ensuite arriver aux fouilles, qui, quelque part, est la dernière étape de notre démarche archéologique. Parce qu'autour de ces différents bâtiments qui avaient été fouillés anciennement et qui étaient connus et toujours visibles sur le site de Pasargade, on n'avait aucune donnée archéologique, aucune indication qui pouvait nous indiquer des endroits où fouiller. Donc d'abord, il fallait documenter, cartographier, puis ensuite fouiller. Donc vous voyez ici diverses méthodes qui ont été mises en œuvre, et parmi elles, la géophysique, qui, comme vous l'a déjà dit Rémi, a pris une grande place dès le départ dans notre démarche. Une prospection géophysique donc, qui permet de mesurer les variations de propriétés physiques dans le proche sous-sol et de cartographier par cet intermédiaire les vestiges qui sont encore conservés. Une prospection géophysique, très exactement prospection magnétique, qui mesure les propriétés magnétiques du proche sous-sol, qui, au bout de 9 campagnes de prospection mises en œuvre de 1999 à 2019, a permis de couvrir un peu plus de 100 hectares du site. C'est ici ce que vous voyez, cette carte en grise. Vous voyez, sur l'ensemble presque du site protégé de Pasargade. Alors c'est une carte qui est, vous pouvez le voir, qui montre, qui est très très riche en informations archéologiques. Vous pouvez le voir de visu ici, et qui va nous servir désormais de guide un peu de guide pour vous présenter différents éléments des résultats obtenus à Pasargade. Donc dès le début, les prospections se sont concentrées autour de ce jardin royal dont je vous ai parlé avant et que l'on connaît grâce à la présence de canaux en pierre, et se sont concentrées au nord-est de ce jardin. Elles ont d'abord mis au jour la présence au sud des restes d'une tour. Ici, vous voyez une façade d'une tour monumentale qui est encore préservée aujourd'hui. Au sud-est de cette tour, la présence d'un autre grand bâtiment qui était encore inconnu à l'époque. Un bâtiment qui présente des dimensions assez comparables des palais qui sont ici dans le jardin royal, peut-être avec des portiques latéraux à colonnes. Des fouilles iraniennes ont été entreprises pendant 2 saisons là-bas, en 2016 et 2017. Elles ont montré que tout cet ensemble a été très largement réoccupé aux périodes médiévales, mais ils ont retrouvé des éléments du bâti achéménide en dessous, donc, et entre autres des seuils qui ont été conservés, donc probablement un gros bâtiment assez monumental qui était associé à cette tour dont la fonction pour l'instant reste assez énigmatique. Mais surtout, je voudrais aussi m'arrêter sur, vous voyez, ces lignes oranges qui ont été tracées sur la carte géophysique, qui présentent une orientation tout à fait identique à celle des canaux en pierre du jardin royal, et qui correspondent très certainement à un réseau de fossés, en fait, alors de fossés d'irrigation ou de drainage, peut-être les deux, qui continuaient le réseau de canaux en pierre en direction du nord-est. Donc probablement une extension justement du jardin en direction du nord-est, alors non plus avec des canaux en pierre construits, mais là des fossés creusés.
Et petit à petit, la cartographie avançant vers le nord-est, on a pu déterminer que ce réseau se poursuivait probablement jusqu'au pied de la colline du Tolétarte, hein, où la grande plateforme a été construite, que je vous ai montré auparavant. Et vous voyez ces grandes lignes rouges, ces linéaments en rouge ici, qui correspondent à un ancien réseau de fossés, tout à fait parallèle au canaux du Jardin Royal, et qui démontre la présence probable de tout un parcellaire, donc encore préservé, fossilisé grâce à la présence de ces canaux, au nord-est du Jardin Royal. Alors vous voyez ici et ici, la densité des canaux, de ce réseau de canaux, est beaucoup moindre, parce que ce que vous voyez ici, là, les lignes parallèles, c'est les traces des labours, justement, des tracteurs hein, qui sont passés pendant des dizaines d'années et qui ont effacé petit à petit la plupart de ces fossés. Mais il en reste les majeurs ici. Donc probablement tout un parcellaire qui s'étendait du Jardin Royal jusqu'à la plateforme du Tolétarte, qui englobait ce complexe de la Tour, dit complexe du Zendan, et qui formait probablement, donc il ne faut pas voir une zone construite ici, mais une zone cultivée, un grand parc en fait, au nord-est du Jardin Royal. Autre résultat sur lesquels je vais insister désormais, c'est au sud-est du Jardin Royal. Cette fois-ci, vous voyez ici, là, sur la carte géophysique, on voit très très bien les canaux en pierre hein, qui apparaissent parfaitement. Et ici, une grande forme trapézoïdale que vous pouvez très bien voir ici au sud-est du jardin. Alors déjà, la géophysique a permis de détecter une extension aussi du réseau de canaux en pierre en direction du sud, vous voyez ici, et qui englobe ce pavillon, pavillon B. Et ici, donc, la mise en évidence d'un très grand bassin trapézoïdal d'environ 2 hectares de superficie. Un bassin qui a l'air d'être en amont avec un système de contrôle. Je vous en reparlerai par la suite. Mais ce que nous apporte aussi comme information cette prospection géophysique, c'est que ce bassin construit en pierre se superpose également, vous voyez, à ces formes méandreuses que vous pouvez voir ici, qui correspondent à des anciens chenaux d'une rivière active qui traversait Pasargade avant la construction et la fondation de Pasargade. Vous voyez très bien ici les méandres qui sont compris dans le lit de cette ancienne rivière qui forme encore une dépression visible sur le site. Alors on a pu dater avec des collègues géoarchéologues, des géomorphologues archéologues, que les dernières périodes de dynamique, de fonctionnement de ces chenaux sont environ vers 800 avant Jésus-Christ. Donc à l'époque de la fondation de Pasargade, ces chenaux n'étaient plus actifs. Mais on voit très bien, vous voyez, que le bassin se superpose complètement à ces paléochenaux. Alors pour mieux comprendre un peu le fonctionnement de ce système hydraulique, de ce bassin, on est allé ouvrir des sondages sur ce système de régulation qu'on avait pu détecter en géophysique. Vous voyez ici, en 2019, un sondage qui a été ouvert sur cette série d'anomalies géophysiques et qui ont mis au jour, vous voyez, ces constructions faites de, vous voyez, des constructions assez massives. Ici, ça fait 4 mètres, probablement elles s'étendaient sur plus de 6 mètres. Donc faites de mortier, de terre et de cailloutis à l'intérieur et parmentées de manière assez soigneusement parmentées sur l'extérieur, séparées, vous voyez, l'une de l'autre par des conduites de 80 cm. Ici, une vision en stratigraphie, vous voyez bien le parement de ces constructions et l'espace ici avec un radier de gravier de fondation. Vous avez ici, c'est une vision en stratigraphie de ces constructions préservées sur à peu près 1 mètre. Et donc, ce n'est pas un système de contrôle vraiment d'un bassin ornemental qui a été mis au jour, mais vous voyez bien des constructions assez massives et des soubassements vraiment en maçonnerie de pierre très massifs qui ressemblent beaucoup plus à des piles, on va dire des piles d'une infrastructure hydraulique très grosse,
plutôt qu'un système de régulation d'un bassin ornemental du jardin. Dans un des espaces situés entre ces constructions, entre ces piles, on a retrouvé ces objets qui nous ont laissé songeurs sur le moment. Vous voyez des grands arcs en terre cuite qui mesurent à peu près 1,20 m de long pour 20 cm d'épaisseur. Et on s'est longtemps posé la question de leur utilité, et probablement, comme vous allez le voir sur cette restitution, il s'agissait de supports de voûte, vous voyez, ces arches qui étaient mises en vis-à-vis et qui reposaient sur les soubassements en pierre qu'on a mis au jour, et qui servaient de supports de voûte au-dessus des espaces situés entre ces différentes constructions, donc les espaces, les conduites, entre ces différentes piles. Et ce qui nous permet de restituer, enfin de proposer plutôt cette restitution de cette structure en partie mise au jour en 2019, qui devait servir tout d'abord de pont. Donc là je vais vous montrer ici, vous voyez, je vous ai dit que cette ancienne rivière a quand même laissé une légère dépression dans le terrain à Passargade, donc un pont qui permettait de passer d'une rive à l'autre de cette dépression pour accéder au jardin royal, mais aussi un pont barrage, très probablement, qui servait à drainer l'eau lors des périodes de crue. Alors il faut voir que ce paléo-chenal dont je vous ai parlé est directement connecté encore à la rivière Poulevard, qui est la grande rivière pérenne de la région, qui coule à peu près à 3 km à l'est de Persépolis. Et comme vous voyez ici, sur cette photo de 2019, prise en hiver, le site est régulièrement sujet à des inondations qui raniment tous ces paléochenaux, en fait, et en particulier celui-ci qui devait se réanimer à l'époque achéménide assez régulièrement. Et donc, pourquoi avoir construit également ce bassin et cette grosse infrastructure, ce pont-barrage en amont? C'est probablement pour arriver à drainer pendant les périodes d'inondation l'eau, l'amener hors du secteur royal, de façon à protéger tout le secteur royal des inondations et des crues, de drainer l'eau en direction du sud-ouest pour la renvoyer dans le paléochenal, dans le chenal qui continuait en aval. Donc, probablement que ce bassin a certes servi de pièce d'eau ornementale au jardin, une pièce au jardin d'agrément, mais également avait une forte fonction hydraulique de drainage et de protection de tout l'ensemble du secteur royal en période de crue. Alors, autre fonction du bassin, je vous ai mis ici en haut à droite une interprétation publiée en 2012 suite aux premières prospections effectuées à Passargade. Et vous voyez ici à nouveau le bassin, cette fois-ci en bleu. Et là, on a marqué, alors c'est pas très visible, mais en violet, zone construite. De l'autre côté du bassin, au sud-est du bassin. Vous la voyez ici. Alors, c'est une zone construite parce que, vous voyez, il y a une espèce de bruit, il n'y a pas besoin d'être géophysicien pour s'en rendre compte, mais si vous comparez ici et ici, vous voyez qu'ici, on a une espèce de bruit magnétique, un peu, vous voyez, des anomalies comme ça, assez denses, qui se répartissent le long du bassin ici. Alors ça, c'est typique, justement, d'un indice d'occupation humaine, c'est-à-dire que toute occupation humaine a tendance à faire augmenter le magnétisme des sols pour diverses raisons. Mais vous voyez aussi, à nouveau, ces lignes parallèles, là, très serrées, qui correspondent au labour. Donc probablement, l'hypothèse était qu'ici, on avait une zone d'occupation, c'est une zone habitée, construite, mais qui a été complètement détruite et arasée par les tracteurs au fur et à mesure de la mise en culture du secteur et de la mécanisation de l'agriculture. Mais quand même, une trace possible de la présence d'habitants, autour de ces grands ensembles monumentaux de Passargade. Donc on allait voir un peu de plus près ce qui se passait dans ce secteur et on a étudié la céramique qui était restée en surface et qui probablement provient justement de ces occupations et qui est restée en place. Donc on a fait des ramassages de céramique, vous voyez ici le long d'une ligne de carré de prospection de 20 mètres sur 20 mètres. Et
ici, on a fait une carte de densité de la céramique, rouge pour les fortes densités et vert pour les faibles densités de céramique. Et vous voyez que les fortes densités de céramique se superposent assez bien à cette zone de forte anomalie magnétique détectée sur la géophysique. Donc on a de la céramique résiduelle issue de l'occupation, mais aussi après de l'arasement de ces vestiges archéologiques, plus ces données géophysiques qui nous démontrent qu'ici, très probablement, on avait une zone d'occupation, une zone habitée. On a pu déterminer qu'une partie de cette céramique était d'époque achéménide. Donc une partie probablement de la population permanente de Pasargade qui était ici et qui était située, qui était localisée ici. Alors, du fait de la destruction des vestiges par les labours, on n'a pas beaucoup plus de précision sur le plan des maisons, la nature des bâtiments qui étaient ici, mais au moins on a probablement une localisation des habitations. Et vous voyez ici le bassin qui est ici, et donc ce bassin qui avait aussi probablement pour fonction de séparer, on va dire, les occupants ordinaires de Pasargade du secteur royal. Alors ces zones d'occupation, on en a détecté plusieurs autres sous la forme de zones de concentration de céramique qui ont été cartographiées lors des prospections topographiques qu'on a pu faire sur l'ensemble du site. Vous voyez, c'est toutes ces taches rouges que vous voyez au sud-est et au nord-est du site. On a pu déterminer toujours par l'étude de la céramique de surface que plusieurs d'entre elles, pas toutes, mais plusieurs d'entre elles étaient occupées à l'époque achéménide. Et donc, si on met ensemble toutes ces données sur l'occupation achéménide, on est arrivé à cette hypothèse de restitution. Vous voyez ici sur cette carte topographique l'ensemble des données collectées, que ce soit en géophysique et en topographie, et que probablement, à l'époque achéménide, l'ensemble des bâtiments monumentaux royaux, que vous voyez ici en noir, jusqu'à la tombe de Cyrus, étaient répartis et distribués dans un très très vaste parc, un domaine royal au paysage très très ouvert, très largement consacré probablement à l'exploitation agricole, mais aussi équipé de jardins d'agrément, comme ici le jardin royal que l'on connaît par les canaux en pierre. Et donc une occupation, une population qui, elle, était plutôt située au sud-est, séparée du jardin royal par justement le bassin, du secteur royal par le bassin, et une population qui était présente dans plusieurs secteurs d'occupation à l'est du site, probablement jusqu'à la rivière Pourlevar dont je vous ai parlé, située à peu près à 2 km par là. Et donc, on a travaillé avec Rémi ces dernières années, avec un architecte, pour essayer de produire une restitution à partir de ces données. Et voilà une proposition de ce que pouvait être le paysage et l'organisation de Pasargade à l'époque achéménide. Vous voyez ce vaste parc royal. Alors on a voulu essayer de restituer, vous voyez, des parcelles cultivées. Le bassin, donc ce bassin qui était aussi avec ce palais au chenal qu'on a mis en eau pour bien le faire voir ici. Donc ce bassin qui servait probablement de pièces d'eau, mais aussi, donc, je le répète, de grands systèmes de drainage, et à séparer le secteur royal, vous voyez, des secteurs d'occupation qui se répartissaient ici à l'est en plusieurs secteurs d'occupation. Et ici, on a mis un petit village de tentes pour rappeler que c'était aussi la résidence royale temporaire du roi quand il venait à Pasargade. Voilà. Et donc, on est arrivé à cette hypothèse-là de restitution du paysage de Pasargade pour l'époque achéménide. Alors, probablement, si vous avez regardé attentivement la carte, plusieurs cartes que je vous ai montrées, vous avez vu qu'autour de cette plateforme du Tolétart, on a retrouvé énormément de structures construites, très denses, vous voyez ici, dans la partie nord-est du site. Mais on va voir que cette occupation appartient à une autre période de l'histoire de Pasargade. Donc très tôt au nord-est du site, alors on savait avant de fouiller, si je reviens sur les plans de Stronach, on savait qu'il y avait au nord-est de cette grande terrasse que vous voyez à nouveau ici, des remparts en briques crues qui avaient été en partie fouillés par Stronach et qui surtout avaient été vus en prospection aérienne en 1900, au début des années 30 par un archéologue américain, Eric Schmidt, qui avait été très bien repéré en photo aérienne. Vous les voyez ici.
Et donc, ce secteur avait, dès le début de nos missions et de nos campagnes à Passargade, fait l'objet de prospection géophysique. Et vous pouvez voir ici en violet un relevé de tous les bâtiments qu'on avait pu relever sur ces cartes géophysiques. Et vous voyez un bâti assez dense qui commence à se dessiner à l'intérieur de cette vaste enceinte qui fait à peu près 20 hectares de superficie. Mais surtout, coup de chance, en novembre 2017, on était donc à Passargade et en compagnie d'une équipe de dronistes de la société Iconem, et on a eu une légère chute de neige à Passargade. Et vous voyez ici, donc on est allé se promener sur le site pour prendre des belles photos, et on est arrivé au sommet de la colline et on regardait justement cette zone des fortifications et on voyait au sol des grandes lignes comme ça qui se dessinaient sur les versants des collines. Vous voyez les collines là, qui sont situées ici en arrière-plan. Vous voyez des grandes lignes. Et tout de suite, on a fait voler les drones et voilà ce qui est arrivé, c'est-à-dire, vous voyez, le plan presque parfaitement complet de toute l'occupation à l'intérieur. Voilà, si je compare à la géophysique, on avait quelques bâtiments, là on avait vraiment, on peut même repérer des pas de porte. Voilà. Et alors, à quoi c'est dû? C'est qu'en fait, il y a eu cette légère chute de neige, mais les murs étant légèrement plus chauds que le sol, gardant un peu plus la chaleur, la neige a fondu plus vite le long des murs, et pendant une période d'1 heure ou 2, comme ça, on avait le plan intégral de l'occupation à l'intérieur des remparts. Alors vous me direz, mais pourquoi ici on n'a rien? Parce qu'ici on se retrouve, vous voyez bien, dans les champs, labourés, et on peut supposer que tout a été détruit, probablement. Voilà. Alors là, on est sur les versants, donc ici ça a été préservé, et ce phénomène de fonte différentielle de la neige le long des murs nous a permis de révéler un plan très précis de toute l'occupation. Et donc voilà, alors on a eu aussi ce phénomène au sud, on a pu compléter tout ça avec aussi des prospections topographiques, et ça nous donne ce plan-là du secteur nord-est de Passargade, autour du Tollet-Tarte, avec cette zone au nord-est, fortifiée d'une 20aine d'hectares. On a pu dessiner aussi plusieurs tours, des accès, qui très probablement est une zone post-achéménide, on va dire, pour être plus clair, hellénistique. Pareil, vous voyez ces carrés de couleur, c'est les ramassages de céramique qui nous ont permis de déterminer, d'estimer une chronologie. De même, au sud, vous avez un bâti assez dense qui s'organise un petit peu différemment. Aussi, probablement, une zone en partie fortifiée. En prospection géophysique, on a pu mettre en évidence, vous voyez, un rempart assez massif avec des tours à double mur. Un rempart à double mur avec qui dessine des tours ici, et qui a complètement disparu dans la plaine. On en a toute petite section d'une centaine de mètres. Et pareil, ici, des prospections de la céramique de surface qui nous ont permis de dater tout cet ensemble d'occupations du Sassanide islamique ancien, c'est-à-dire le début du médiéval. Et donc, vous voyez ce qui se dessine ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plateforme du Tollet-Tarte a été fouillée par David Stronach dans les années 60. Et il avait très bien mis en évidence que sur la plateforme construite par à l'époque achéménide, les occupations, par-dessus, il y avait très peu de niveaux achéménides, mais surtout des niveaux hellénistiques, post-achéménides, et aussi médiévaux. Donc vous voyez que cette occupation qui, ici, s'est superposée sur la plateforme monumentale, en fait, au nord et au sud, c'est déplacé. On parle ici de stratigraphie non plus verticale, mais horizontale. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, donc à l'époque achéménide, le site de Passargade s'étendait dans la plaine ici, puis ensuite, après la chute de l'Empire, s'est rétracté pour se concentrer à l'intérieur des fortifications au nord-est du Tollet-Tarte, puis ensuite, aux périodes médiévales, s'est redéplacé vers le sud du Tollet-Tarte, le Tollet-Tarte servant un peu de point d'appui, de point de pivot à cette évolution des occupations. Donc vous voyez aussi que ce qui a été démontré par nos travaux, c'est que la fondation de Passargade à l'époque achéménide, ça a été que le point de départ d'une très longue histoire qui continue jusqu'à maintenant, puisque vous avez un village moderne de quelques centaines d'habitants au sud du site. Il me reste 10 minutes. Oui, c'est ça, ouais. Je devrais y arriver. Donc maintenant, voilà. Donc ça c'était Passargade, et maintenant je vais passer aux données qu'on a obtenues sur le territoire de Passargade et sur sa mise en valeur.
Donc vous avez ici le site de Passargade, son emprise qu'on a remis ici. En bleu, un ensemble de vestiges, de structures et systèmes hydrauliques. Et en rouge, les sites d'occupation achéménide qui ont été référencés au cours de nos travaux. Et ce qui est déjà, dans un premier temps, surprenant, c'est que vous voyez, ces points rouges sont très peu nombreux. Tout cela qui sont ici à l'est de Passargade, en fait, c'est ces zones d'occupation dont je vous ai déjà parlé, qui sont probablement à relier, en fait, à la ville de Passargade. Mais vous voyez, une très faible densité, on va dire, d'implantation rurale, sauf ici, dans ce secteur du Tanguy Boulari, qui a fait l'objet de fouilles de sauvetage auxquelles le programme Shiraz a participé de 2004 et 2006, donc sous la direction de Rémi. Et en fait, ce programme de fouilles internationales avec des équipes polonaises, italiennes, enfin irano-polonaises, irano-italiennes, japonaises, a permis de mettre en évidence tout un réseau d'implantations rurales le long de cette vallée du Tanguy Boulari, une vallée qui était très probablement irriguée par des canaux en partie rupestres que vous voyez ici, qui ont pu être creusés dans la roche sur parfois plus de 6 mètres. Donc il y a un réseau d'implantation rurale dans le Tanguy Boulari. Vous en avez ici un exemple, et vous voyez l'état de préservation assez faible des structures qui ont été mises à jour par une équipe irano-italienne ici, mais qui dessine quand même la présence d'un hameau dédié à la production agricole ici, vers l'ouverture d'une petite plaine qui s'appelle la plaine du Tanguy Boulari. Et ici, un site à l'entrée de cette vallée qui a été fouillé par l'équipe française sous la direction de Rémi et qui, lui, a mis au jour, vous voyez, ce petit bâtiment à portique à colonnes, donc avec une certaine monumentalité, qui, on suppose, pouvait avoir abrité, donc d'époque achéménide, qui pouvait avoir abrité, on va dire, l'administrateur de cette sous-région de Passargade qui était le Tanguy Boulari. Probablement aussi que ce bâtiment pouvait servir au stockage des denrées et des productions agricoles produites dans la vallée du Tanguy Boulari, puisque dans plusieurs fosses autour du bâtiment, on retrouvait un très très grand nombre de jarres de stockage. Donc vous voyez des informations sur, on va dire, l'exploitation agricole ou les implantations agricoles qui sont assez limitées à ces quelques données obtenues lors des fouilles de sauvetage de Passargade. Quand on voit l'état de préservation et la qualité de construction on va dire des fermes achéménides, pour résumer, vous vous rendez bien compte que c'est assez difficile de les repérer actuellement dans le paysage très intensément cultivé de Passargade, ce qui peut expliquer justement cette faible densité de points et de sites qu'on a pu repérer au fil de nos prospections. Ce qui a été beaucoup mieux préservé, par contre, c'est les infrastructures hydrauliques qui, elles, ont mieux résisté au temps. Et donc, deux d'entre elles ont déjà fait l'objet de fouilles de sauvetage en 2008-2009, parce qu'elles étaient en partie menacées par des travaux de terrassement. Ici, on se trouve à une dizaine de kilomètres en amont de la plaine de Passargade. Vous voyez, j'ai un peu élargi l'échelle de la carte. Et on avait repéré ici un système à 2 barrages, probablement situés ici et ici à 2 km l'un de l'autre, probablement reliés par un grand canal creusé dans les reliefs et qui servait de réservoir à stocker l'eau et à vous voyez, qui barrait donc ici la rivière du Poulevard et ici un affluent, et qui fonctionnaient tous les deux comme des réservoirs qui gardaient l'eau en hiver et au printemps pour redistribuer l'eau ensuite en été en direction de l'aval et de la plaine de Passargade grâce, vous voyez ici, qui ont été mis à jour au cours des fouilles, à d'ingénieux systèmes de prise d'eau et de régulation des débits par un système d'une série de conduites munies de vannes.
Ensuite, en 2015, on a continué ces études sur les systèmes hydrauliques en s'intéressant plus spécifiquement à ce long canal situé à l'est de la plaine de Pasargade et qui s'appelle le Joe d'Hortar. C'est un canal qu'on a pu repérer au sol et en photo aérienne sur une vingtaine de kilomètres du nord au sud. Entre, vous voyez, à peu près une 5-6 km au nord de Pasargade, jusqu'à une vallée qui s'appelle la vallée de Sadachar. Alors c'est un canal très classique, c'est une longue tranchée creusée dans le sol, qui lorsqu'il traverse des reliefs, comme ici, peut mesurer jusqu'à 6 à 7 mètres de profondeur en prenant en compte les talus de creusement sur le côté. Alors c'est toujours délicat de dater un canal, puisque une tranchée creusée dans le sol, ce n'est pas très typique d'une période. Et là, dans une coupe qui avait été faite à travers le canal lors de la construction d'une route, là on est sur le bord d'une autoroute, on a pu repérer le profil de ce canal, prendre des échantillons de sédiments et par une datation OSL, par luminescence, qui permet de dater la dernière période d'exposition au soleil des sédiments, donc c'est-à-dire leur recouvrement, on a pu dater le comblement de ce canal du premier avant notre ère, c'est-à-dire qu'il était en fonction avant. Donc il y a quand même des bonnes chances que ce canal ait été construit à la période achéménide. Ceci d'autant plus qu'on a pu déterminer en étudiant des photos satellites anciennes, des photos Corona des années 60, qui ont permis d'enregistrer le paysage avant les grandes campagnes de modernisation de l'agriculture et la mécanisation de l'agriculture, donc un paysage encore assez préservé. On a pu déterminer que, connecté à ce site, sur le site de Mianjade, vous voyez à peu près à mi-chemin, ici le canal est en rouge, à peu près à mi-chemin du canal, on avait un très large parcellaire agricole. Ici, c'est à peu près une trentaine d'hectares d'un ancien parcellaire agricole qui était connecté à ce canal. Et vous voyez ces taches noires qui sont ici, c'est très probablement des bâtiments de stockage. Un a été fouillé par une équipe iranienne il y a à peu près une quinzaine d'années, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une autoroute qui passe juste ici. Et une station-service s'était construite ici, et donc ils ont fait des fouilles de sauvetage avant que ça soit détruit, et ils ont repéré que ces bâtiments étaient très probablement, énormément de jarres de stockage dans ces bâtiments, et probablement des bâtiments de stockage. Et vous voyez, directement connectés, je pense que il faut me croire, mais vous voyez quand même ces quadrillages-là qui apparaissent sur cette image Corona. Et donc ces jarres de stockage qui, elles, sont datées de la période achéménide. Donc indirectement, ça nous permet probablement de dater ce grand canal de l'époque achéménide. Un canal qui, vous voyez, débouchait ici, à l'aval, sur un barrage, les restes d'un barrage qu'on a pu en partie relever et repérer sur le terrain, qui a été construit à l'entrée des gorges de Sadachar, vous voyez ici. Les gorges de Sadachar que vous voyez ici un peu mieux sur cette image à une plus large échelle. Et donc, ce canal qui servait à alimenter donc des installations agricoles, mais aussi le réservoir d'un barrage, qui ensuite allait alimenter, très probablement par les gorges de Sadachar, cette grande plaine que vous pouvez voir ici, située en aval de la plaine de Pasargade, la plaine de Sadachar. Et donc vous voyez, avec les fouilles de sauvetage que je vous ai montrées avant, en amont de Pasargade, avec ces systèmes de barrage et de régulation. Ici, ce canal de Joe d'Hortar qui servait à prendre de l'eau de cette petite rivière, qui en fait est une grosse rivière, parce qu'elle a un énorme bassin versant, pour l'amener ici et remplir le réservoir de Sadachar. Vous voyez qu'on a vraiment une gestion très régionale en fait, des ressources en eau, avec tout un système de régulation amont-aval, avec ces systèmes de barrages et de canaux. Et donc, quelque part, ça nous indique aussi la présence à Pasargade, à Persépolis, on va dire peut-être d'un bureau de l'eau ou d'ingénieurs de l'eau qui arrivait à avoir quand même une conception à l'échelle régionale, d'une part des ressources et de leur distribution.
Et j'arrive maintenant à la conclusion. C'est ce que je vous disais, je vais très peu aborder Persépolis, qui est vraiment un autre cas, mais qui présente vraiment des ressemblances avec les données qu'on a pu avoir à Pasargane. Donc un site qu'on a étudié à peu près par les mêmes méthodes, vous voyez, qui se présente aussi, je vous ai montré pas mal de photos de Pasargane, mais vous voyez donc la terrasse de Persépolis, et autour, cette grande plaine très intensément cultivée autour. Et donc, à l'ouest de Persépolis, par la mise en place de prospection géophysique et diverses autres méthodes, vous voyez, on a pu mettre en évidence à peu près le même modèle d'occupation qu'à Pasargane. Vous voyez, ces grandes lignes, ces réseaux de grandes lignes, qui sont les derniers restes préservés d'un parcellaire, en fait, de fossés qui s'étendait à l'ouest de Persépolis. C'est tout ce que vous voyez en vert. Et en rouge, pareil, des zones d'occupation, comme ça, qui sont réparties à l'intérieur de ce parcellaire. Et voilà, ça nous rappelle tout à fait le paysage très ouvert de Pasargane, du parc, mais aussi de l'occupation à l'est. Et donc là, c'est peut-être là que se dessine un modèle de ville, on va dire, achéménide, ou de grand centre de pouvoir achéménide. C'était des villes au paysage probablement très peu protégé, vous voyez, avec peu de remparts, avec seulement quelques secteurs fortifiés, mais des paysages très ouverts, très largement en fait dédiés aussi à la production agricole en fait. Voilà. Et vous voyez, c'est ça qui domine, donc avec aussi un paysage en mosaïque, avec des zones d'occupation, ici des zones d'artisanat, situées au-delà des secteurs royaux. Et pareil, je vais finir sur cette diapositive pour vous montrer ici en rouge les restes de vestiges hydrauliques achéménides repérés dans la plaine de Persépolis. Et vous voyez aussi la grande richesse en vestiges hydrauliques qui reste encore largement à étudier pour la plaine de Persépolis, qu'on a en partie daté pour certains de la période achéménide, mais qui, pour, on va dire, la mise en valeur et exploitation du territoire, sont vraiment des traces précieuses, et encore les dernières traces encore préservées, justement, de cette mise en valeur, et qui vont demander à être étudiées prochainement, quand on pourra retourner sur le terrain. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être laisser la salle poser quelques questions. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous apporter le micro, si vous voulez bien lever la main. J'avais juste une question concernant l'image que vous avez montrée sous la neige. Ah oui. Vous avez une grosse forme noire en plein milieu de la photo. Et je voulais savoir si on savait ça à quoi Oui, alors c'est marrant, on m'a souvent posé la question. Et en fait, c'est un enclos à moutons. Ouais, et non, là, je suis déçu. C'est très bien observé. Et vous voyez, ça, avec le fumier de mouton, en fait, qui est plus chaud, en fait, la neige a fondu. D'accord. Voilà. Et du coup, tout simplement. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre leur enclos autre part, ça aurait été bien, on aurait pu continuer les lignes. C'est ça, en fait, on a l'impression que tout convergeait vers ça comme un trou noir. En fait. Oui. Ouais, non, mais tout à fait, vous avez raison. Mais vous voyez, là, vous abordez d'un point, c'est en télédétection, c'est-à-dire tout ce qui est interprétation d'images aériennes. Souvent, on peut être un peu démuni vis-à-vis des formes qu'on va observer. Et voilà, et c'est tout un travail d'ailleurs d'arriver à détecter en prospection aérienne, en satellite aussi, voilà, à pouvoir interpréter les formes qu'on voit. Ouais. Merci. Une autre question. Quelles étaient les plantes cultivées? Est-ce que c'était des cultures vivrières ou aussi commerciales? Oui, c'est une bonne question. Alors, on a essayé de s'y intéresser à Pasargane en prélevant des sédiments, en travaillant avec un palynologue, donc quelqu'un qui étudie les pollens anciens. On en a prélevé entre autres dans le bassin, parce qu'on s'est dit que le bassin étant un milieu peut-être un peu plus humide que le reste, les pollens allaient être mieux conservés. Il faut voir qu'un milieu humide, ça conserve mieux les pollens. Et on n'a rien retrouvé, très peu. On a retrouvé 1 ou 2 pollens de cyprès. Donc probablement il y avait des cyprès. D'ailleurs, c'est les seuls arbres représentés sur les bas-reliefs de Persépolis, les fameux bas-reliefs de Persépolis. Voilà. Alors là,
là, c'est vraiment à nouveau les données des tablettes administratives qui nous donnent des informations. Alors là, mais vraiment très très précises, puisque je vous le redis, cette tablette que je vous ai montrée, je reviens en arrière, qui dénombre le nombre d'arbres plantés par domaine autour de Persépolis, nous donne aussi les espèces plantées. Alors on ne les comprend pas toutes, parce que tout ça c'est écrit en élamite, c'est une langue qu'on n'arrive pas encore complètement à comprendre en fait. Mais bon, si je me souviens bien, il y a des pommiers, des cerisiers. Voilà, je ne peux pas vous dire la liste de tête, mais dans cet article, il nous donne les types de fruitiers qui ont été... voilà. Alors aussi, dans cette grande redistribution de denrées, on a du grain, du blé, de l'orge, de la bière. Voilà. Donc chaque travailleur dépendant de l'administration reçoit des rations journalières. Donc ça aussi, on a... voilà. Et donc, vous voyez, cette question, ça rejoint la nécessité pour faire fonctionner l'Empire, l'administration, pour payer les gens, parce qu'il n'y avait pas encore de monnaie, en tout cas dans cette partie de l'Empire et à cette époque-là. Il y avait de la monnaie qui circulait plutôt dans l'ouest de l'Empire, mais ici, pas. Donc la monnaie, c'était uniquement les biens agricoles qui étaient collectés, redistribués. Donc c'était vraiment, voilà. Donc essentiellement de la culture vivrière. Après, on peut imaginer qu'à Pasargade, au niveau du jardin royal, avec ses canaux en pierre, on avait aussi des plantes d'ornementation. En partie, mais ça, on n'en a pour l'instant pas trace. Autour des palais, c'est ce qu'on avait essayé de... C'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence, d'illustrer là avec cette... vous voyez, on a essayé de faire une différence entre des parcelles cultivées ici et voilà, un espace un peu plus paysager là, voilà, autour des palais. Bonsoir, j'aurais 2 questions pour revenir à la fameuse parcelle au grand trou noir. Ah oui. Les fameuses lignes qui correspondent à des structures en pierre. Alors, ouais, c'est en terre, probablement. Pardon ? En terre. En terre, ah d'accord. Enfin, en briques crues, en terre. Ouais. Ce sont des structures qui existent uniquement en profondeur ou qui ressortent encore du relief ? Non, ouais, alors... donc, je vous ai dit, vous voyez, ici, on est sur les pentes des collines, et là, on est dans les champs, donc sur le plat. Donc vous voyez qu'ici tout a disparu à cause des labours. Donc probablement ça nous indique qu'elles sont préservées sur une faible profondeur et pas très loin de la surface. Mais au sol, on voit strictement rien. Oui. Donc là on est vraiment dans des vestiges enfouis, mais probablement à une très faible profondeur et sur une faible puissance, sur une faible épaisseur. Pour revenir à la question des cultures, oui. Est-ce qu'on a des informations sur l'état on va dire, parce qu'on est quand même dans une région aride ou semi-aride. Oui, semi-aride. Quelle était la situation à l'époque ? Est-ce qu'on a des infos là-dessus ? Est-ce que c'était plus ou moins que maintenant ? On a un peu d'infos là-dessus. Alors, c'était déjà un climat semi-aride, donc avec une forte saisonnalité, ce qui explique aussi la nécessité de... Ah oui, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais de stocker et de redistribuer l'eau. C'est-à-dire un climat semi-aride, il y a de la pluie. À Pasargade, on est aux alentours de 600, ce qui permet une agriculture sèche, enfin, a priori, si les précipitations étaient réparties de manière homogène dans l'année. Sauf que là, elles tombent uniquement en hiver et au début du printemps, enfin sur les 3-4 mois autour de l'hiver. Donc il y a cette nécessité là aussi de stocker l'eau et de la redistribuer pour les périodes de croissance végétale au printemps et à l'été. Et bon, à l'époque, il y avait déjà ce régime, ça on le sait, c'était déjà un climat semi-aride. Alors peut-être que sur l'époque achéménide, il pleuvait peut-être un peu plus l'hiver, il y avait un peu plus de neige, voilà. Mais alors ça, c'est encore... On a assez peu de données sur paléo-environnemental pour le moment. Voilà, alors je vous ai dit que notre rivière qui traversait Pasargade, on avait pu l'étudier en partie avec des géomorphologues. Bon, et ils ont quand même pu démontrer, en regardant les sédiments déposés par les rivières, que probablement, effectivement, on avait un peu plus de débit aux alentours de 0. Voilà, c'est vraiment, on est en des grandes fourchettes. Donc il y avait peut-être un peu plus d'eau en volume, mais pas en répartition dans l'année. Donc ça ne change pas grand-chose finalement pour les conditions d'agriculture et de production. Plus de questions ? Simplement, les 30 000 tablettes oui. sont toutes en
Non. Elles sont je vais vous dire une bêtise, là, à 90%. Après, il y en a, bon, 95 même, je dirais. Il y en a quelques-unes en araméen. 700. Oui, 700. Ouais. Surchargé. Oui, c'est ça. Ouais. Il y en a une ou deux en grec. Il y en a une en acadien, je crois. Enfin voilà. Mais non, c'est très largement en élamite. Ouais. Donc d'ailleurs, c'est ce qui nous fait dire que probablement c'était des scribes ou toute une tradition administrative qui a été héritée de l'élam, de Suse, en fait. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vais encore vous garder 2 petites minutes. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, au revoir. Et puis, je vais vous informer alors déjà de la prochaine conférence Pouillot qui aura lieu le 25 juin, mais d'ici là, il y a plein d'activités à la MOM. Je vais inviter Rachel à descendre. Donc, il va y avoir le Labo Junior qui va un petit peu vous présenter son programme des escales. Si vous aimez les conférences Pouillot, je pense que vous devriez aussi apprécier les escales de Archipel. Et je voulais aussi vous informer sur les Journées européennes de l'archéologie qui ont lieu le 14 et le 15 juin prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Je fais partie d'un laboratoire junior qui se nomme Archipel. Donc, il y a plusieurs membres qui sont présents ici ce soir. Et parmi nos activités, nous souhaitons proposer un petit cycle de conférences entre mai et juillet. Ce cycle, donc, il y aura une première conférence qui aura lieu la semaine prochaine, mardi prochain donc à 18h, également au mois de juin, lors des Journées européennes de l'archéologie, et également le 8 juillet. Donc, oui, merci. Ces conférences auront un format un petit peu particulier, dans le sens où, après une présentation de notre chercheur ou chercheuse invitée, entre 20 et 30 minutes à peu près, l'idée c'est d'avoir un échange, une sorte de dialogue ou de discussion, si vous préférez, avec ce ou cette chercheuse, en ayant, si possible, et dans la mesure du possible, si nous l'avons trouvé, quelqu'un qui ne fait pas partie du monde de la recherche, mais qui a des thématiques similaires, ou en tout cas des questionnements similaires dans le monde contemporain, en écho avec les questionnements de ceux ou cette chercheuse par rapport à ses expériences professionnelles, par exemple, ou associatives. Et on invite également le public présent à intervenir, à échanger avec ceux ou cette chercheuse. Donc c'est plutôt un format interactif et qui est plutôt ouvert à la discussion. Notre première thématique, notre première invitée, c'est Émilie Comès-Trinidad. Donc, comme je vous le disais, mardi prochain à 18h, ce sera au Musée des Moulages, à la salle polyvalente. Et elle nous parlera donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur les enjeux méthodologiques liés à la spatialisation des données historiques et archéologiques incomplètes. Donc comment, notamment dans les archives qu'elle a pu étudier, qui sont parfois pas tout à fait fiables ou imprécises, on peut malgré tout utiliser ces données pour cartographier les dynamiques de peuplement en moyenne montagne, puisqu'elle s'est intéressée pour sa thèse à une partie de la région de l'Ardèche. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc je vous invite à venir si vous êtes intéressés. Ah oui, lors des Journées européennes de l'archéologie, merci. La conférence aura lieu le samedi après-midi, le 14 juin, si je me souviens bien. À 15h, nous recevrons Frédéric Leterlet, qui, lui, a étudié une nécropole de l'âge du bronze et avec des nouvelles données paléogénétiques, a pu notamment reconstituer des familles, comprendre comment des tombes étaient liées, des familles, en fait ça représentait des familles au premier, second, troisième degré, et il a pu également, lier différentes nécropoles qui se trouvaient à peu près dans le même secteur, et se rendre compte qu'en fait elles étaient toutes liées familièrement parlant, si on peut dire. Des lignées.
Voilà, merci. Je me perds dans les mots. Exactement. Et le mardi 8 juillet, donc ce sera également au musée des Moulages à 18h, nous recevrons Jean-Loïc Lequelec pour nous parler notamment des mythes, de l'étude des mythes en réseau. Voilà. Voilà, donc 2 dates au musée des Moulages et celle entre les deux lors des Journées européennes de l'archéologie qui ont lieu donc partout en Europe, mais particulièrement à Lyon. Nous accueillons le village de l'archéologie au centre Berthelot, avec là juste les activités de la MOM, mais bien d'autres encore. Il y a une quinzaine d'ateliers, il y a donc 2 conférences sur le week-end.